Donc on peut délibérer pour notre conseil municipal. Je vous propose de faire encore pour cette fois-ci le huis clos. On a quand même pu se réunir ici. On est toujours sous les consignes où on pourrait avoir de pouvoir. Ça veut dire qu'à la limite, on pourrait se réunir qu'à 8 et le quorum était à 8, chacun pouvait avoir de pouvoir. Mais c'est largement mieux que tout le monde soit là. Donc on va voter le huis clos. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, on a secrétaire de séance. Qui est-ce qui lève la main pour faire secrétaire de séance? Personne. Floriane, tu as levé la main? C'est la question C'est Marie-Claire. C'est toi, Marie-Claire, qui a levé la main? Marie-Claire et Catherine, vous... Merci d'avoir levé la main. On n'a pas levé la main. On ne change pas les habitudes, c'est ça? Il y a des objections à ce que ce soit Marie-Claire et... On peut te mettre à côté d'elle. Et Catherine en adjointe. Aucune objection. Bon, merci. Alors, on commence. Approbation du procès-verbal de notre dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, commission de travaux, bâtiments publics, convention pour l'intervention du chantier d'insertion avec l'association Job Aglo. C'est la brigade métropolitaine des espaces verts. Juste sur le compte rendu, je rappelle qu'on les enregistre. Oui. Et que quand on compare, on se rend compte qu'on n'était pas forcément au même conseil municipal. Alors je vous laisse le soin de passer les enregistrements avec le compte rendu et voilà, vous verrez que vos réponses à vous, monsieur le maire, sont beaucoup plus élaborées que dans la réalité. Ah bon, on prend des phrases qui ressemblent à des phrases qu'on ne dit pas forcément en conseil municipal. Après, libre aux gens de regarder puisque vous enregistrez. Donc on essaie que ça reflète le plus la réalité, ce qui me semble refléter le plus la réalité. Oui, mais quand on commence à trafiquer la réalité, je pense que... On ne trafique pas la réalité, Le mot est un peu fort, non? Oui. Moi, je ne sais pas. Pendant le temps qui court, je pense que la démocratie, il faut l'utiliser si on ne veut pas qu'elle s'use. Hein. Oui, c'est noté. En fait, le souci, c'est qu'on ne puisse pas effectuer la même chose pour nos propos. Non, mais il me semble que le compte-rendu reflète parfaitement la réalité. Alors, j'étais absente du conseil la dernière fois, donc j'ai lu le compte-rendu, je suis allée regarder, et c'est vrai que je me suis fait la même réflexion que Marie. Je me suis dit quand même, les propos des élus de l'opposition ne sont pas très mis en valeur par votre rédaction. Je trouve que l'argumentation n'y est plus. Enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage. Si vous je pense que sur ce point-là, on pourrait être d'accord. Mais les Orsinois font leur propre opinion. Tout à fait. Ils ne sont pas dupes. Voilà. Ils ne sont pas dupes. Voilà, bien sûr que non. Pas d'autres remarques sur le conseil? Non, c'est déjà assez fort. On peut reprendre nos travaux. Convention pour l'intervention des chantiers d'insertion. Donc là, c'est d'abord la brigade métropolitaine d'espaces verts avec Job Chantier. Dédé, tu veux nous faire? Donc, Job Chantier, comme tout le monde le sait, c'est une association d'insertion. Donc, il y a plusieurs brigades, dont les espaces verts et les petits patrimoines qui nous concernent. Ils s'occupent aussi de Clermont, mais là, ce n'est pas notre problème. Donc, cette convention est un engagement réciproque de la commune d'Orsine et de l'association Job Chantier au développement commun d'actions visant à favoriser la création de postes d'insertion par l'activité économique destinée aux personnes éloignées de l'emploi. Donc, dans la partie espace vert, la convention est identique à celle de l'année dernière. La seule différence, c'est la revalorisation du coût horaire. Donc là, on est à 11 420 € net de taxes, puisqu'ils ont un régime particulier.
Donc, Des remarques? on a le même nombre de journées d'intervention que l'année dernière. On était à 11 000, on est à 11 420. Des remarques sur cette convention? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et ensuite, on passe à une convention aussi, mais cette fois toujours pour notre brigade métropolitaine, mais pour le petit patrimoine bâti. Donc, c'est le même genre d'intervention. C'est des personnes différentes qui interviennent sur les espaces verts et sur le patrimoine bâti. Sachant que donc, le patrimoine bâti, la convention prévoit 8 565 € net de taxes pour cette année. Donc c'est similaire à l'année dernière, à la revalorisation du coût horaire. Les questions sur cette convention, on est sensiblement à la même chose que l'année dernière, dans les 20 000 €. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, donc finance, marché public, donc rénovation des façades du foyer rural, l'avenant numéro 1 du lot numéro 3, qui concerne les façades. Les deux qui veulent faire. Oui. Donc, suite à l'intervention de l'entreprise pour le chantier du bardage du côté nord, il s'est avéré qu'il y avait plus de dégâts que prévu au départ sur les bas de plaques qui arrivent pratiquement au sol sur le bas de ce bardage. Il y avait une partie qui était prévue, c'est celle qui correspondait aux escaliers, puisque là on avait des fuites, on avait fait des réparations provisoires, mais il s'est avéré que tout le bas de ces plaques d'agglomérés était imbibé d'eau et abîmé donc par des moisissures. Donc il a fallu couper la partie basse, la renforcer, la changer et la remettre une plaque de tôle galvanisée pour assurer l'étanchéité. Donc cet avenant concerne le lot numéro 3, le lot des façades, et il se monte à 6 640 € hors taxe. On avait à l'époque, pour ceux qui étaient là, ça devait être en 2009 ou 2010, quand le foyer rural, quand il fuyait comme un panier, qu'on a refait la toiture, on a vu les mêmes problématiques, on avait été obligé de rajouter, vous savez, c'était pourri de la même façon. Oui, parce que quand on commence à démolir, on ne sait pas ce qu'on trouve dessous. Voilà. Des questions sur cet avenant? Sinon, on passe au vote. Ça, par contre, l'avenant, il nous revient, il est à charge 100% pour nous, ça rentre toujours avec les subventions? Non, ça rentre pas. Mais bon, on verra Oui. après. Il faut le regarder à la fin en fonction des moins-values, si on a des moins-values. Donc, pour l'instant, on va dire, pour l'instant, il est dans des travaux, supplémentaires. Mais qui ne dépassent pas les 5%, c'est pour ça qu'on le passe comme ça. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, demande de subvention dans le cadre de la dotation. Alors, on a plusieurs subventions. Donc, dans un premier temps, c'est la DETR, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux 2022 pour la rénovation des murs du cimetière d'Orsine et de Ternant. Alors, c'est plus facile à voir. On fera les subventions les unes après les unes à la suite des autres, mais vous avez le tableau ici. Donc, comme on est on a rendez-vous, c'est ce lundi-là qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous lundi pour faire le tour du cimetière pour voir les concessions qui sont réellement abandonnées, c'est-à-dire on va faire la liste de celles qui sont réellement abandonnées. Donc comme on est à ce stade-là, que les murs du cimetière, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il faut qu'on fasse les murs du cimetière aussi bien d'Orsine que de Ternant. Donc on a fait faire les devis et on propose de faire ces travaux en même temps qu'on va récupérer un certain nombre de concessions qui seront plus faciles d'ailleurs pour refaire les murs derrière, où on aura moins besoin de contacter les propriétaires des concessions. Donc on est à un montant là, de 98 000 € hors taxe. La DETR, donc c'est 30%, donc on pourrait émarger à 29 000. Je reste toujours au conditionnel, hein, après on fera les comptes.
comme on avait fait pour le foyer rural. Hein. Pour le foyer rural de mémoire, on avait provisionné 20 000 euros pour la région et on a eu une subvention de 100 000, donc on voit toujours ça à la fin. Donc là, on aurait 29 400. Au niveau du conseil départemental, donc c'est le FIC. Donc là, ça fait des années que c'est ce montant-là, donc 12,4%, donc 12 152. Clermont-Auvergne Métropole, on a, dans le cadre du fonds métropolitain à destination des communes, la commune disposait, sur la fin du mandat d'avant, disposait de 60 000 euros, c'est en fonction du nombre d'habitants. En dessous de 3 500 habitants, on disposait de 60 000 euros, donc on avait déjà consommé 30 000 euros sur les 60 000 pour la réfection du gymnase, la rénovation intérieure des vestiaires et du foot et du gymnase, puisqu'il fallait faire 60 000 euros de travaux pour la moitié correspondait à 30 000 euros. Donc on propose de mettre les 30 000 euros qui restent sur cette opération. Ce qui fait un total de financement de 71 552 et sur les fonds propres de la commune, il nous resterait 26 448 euros. Voilà. Ça ferait 27%, donc on pourrait espérer avoir 73% de subventions sur les murs du cimetière, qui sont vraiment en très mauvais état. On ne vous a pas mis toutes les photos, mais si vous êtes allé au cimetière, le cimetière de Ternan, c'est aussi surtout l'extérieur qui a souffert. Oui, depuis longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des travaux de fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'ont eu lieu les derniers travaux d'ailleurs, Ternan. Voilà, donc là, je vous propose de passer en premier lieu la DETR 2022, donc pour le montant inscrit ici, la 29 400. Donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Ensuite, le fonds d'intervention communal, donc le FIC, c'est le fonds d'intervention communal du conseil départemental, donc pour 12 152 euros, qui est contre, qui s'abstient, merci. Et la demande de subvention au fonds de soutien métropolitain, donc toujours pour la rénovation des murs du cimetière, pour un montant de 30 000 euros, qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc voilà, donc on enverra ça pour la rénovation des murs du cimetière. Ensuite, on a la demande de subvention. Alors là, c'est pareil. C'est pour le bourg de Ternan. Est-ce que je vais mettre l'aménagement? Oui, on peut remettre l'aménagement. Alors l'aménagement n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on l'a vu en commission. Alors vous pourriez me dire, mais on va voter des subventions, mais on n'a pas fait de réunion avec les habitants et tout. D'abord, c'était compliqué de faire des réunions jusqu'à aujourd'hui. Encore, il faut encore attendre un petit peu. Donc, on va quand même chercher des subventions pour sécuriser ce bourg de Ternan et pour pouvoir engager les travaux le plus rapidement possible. En sachant que c'est des travaux qui vont... c'est nous qui avons commencé la maîtrise d'ouvrage, mais comme la métropole, c'est elle qui est maintenant maître d'ouvrage des voiries, donc on va voir avec la métropole, c'est peut-être elle qui va reprendre la maîtrise d'ouvrage, mais ça change rien à ce qu'on a fait, aujourd'hui, puisque c'est la métropole qui a la responsabilité de l'ensemble des voies. Sauf ici, ce qu'on voit en grisé, c'est les départementales, et les départementales, elles font bien sûr partie du projet, mais elles ne sont pas à prendre en compte sur le projet, puisque c'est le département qui va payer cette voirie. Dans la mesure où, si vous vous souvenez, normalement, quand on passe en métropole, les voiries départementales repassent à la métropole. Donc chez nous, chez nous, quand je dis au niveau de la métropole, sur les 21 communes, il n'y a que 2 communes qui n'ont pas été transférées, que les voiries départementales n'ont pas été transférées. N'ont pas été transférées à la métropole, c'est Orsine et Saint-Genès. Dans le cadre de l'UNESCO, c'était un accord entre les 2 présidents, donc le président de la métropole et le président du conseil départemental. Voilà.
C'est pour ça qu'ici, on n'a pas à les prendre en compte. Oui, après, oui, ça avait juste un peu évolué parce qu'on a rencontré aussi les poubelles, mais ça demandera à être vu. Peut-être qu'on pourrait faire des poubelles enterrées, mais ça demande à être vérifié parce qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de câbles, on a le transfo électrique, donc on ne sait pas comment. On sait pas comment c'est. À Ternant, oui. Ben oui, ça rentre complètement dans le cadre. Mais ça, pour l'instant, rien n'est assuré. On en est à la demande de subvention, donc on est encore à l'avant-projet sommaire, il ne faut pas l'oublier. On est à la faisabilité. Le fait que ce soit la métropole qui reprenne, qui soit le maître d'œuvre, entre guillemets, puisqu'ils ont. Non, ils prendraient la maîtrise d'ouvrage. Oui, mais donc ça ne nous pose pas de problème. Ils nous laissent faire notre projet comme tel qu'il est. Oui, parce que ce soit la métropole ou nous, Oui. on travaille en concert sur tout ce qu'on fait. Après, c'est un problème, c'est par rapport au problème juridique. Peut-être que ce qu'on a là, le fonds de concours, il y a eu la même chose à Chamalières et Roya déjà. Ils se sont trouvés dans la même situation. Peut-être qu'il faudra qu'on passe tout notre fonds de concours, nos 300 000 euros, peut-être qu'il faudra qu'on les passe à Métropole et c'est eux qui paieront l'ensemble. Mais globalement, ça change rien. Après, je parlais de la réunion avec, bien sûr, les habitants de Ternant, que l'on fera. Peut-être qu'il y aura des modifications, des choses, mais fondamentalement, on n'a rien changé, ni sur les bâtiments, ni rien. On tombe une maison pour sécuriser la place, et puis voilà, quoi, ça demande... Les réunions avec les habitants, elles pourraient avoir lieu quand ? Pour l'instant, j'en sais rien, j'attends de voir quand est-ce qu'on va pouvoir la faire en fonction de comment va évoluer la situation sanitaire. Mais vous serez tenus au courant, hein. Oh j'en doute pas si on continue sur cette lancée. On ne peut pas faire des réunions aujourd'hui alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On serait irresponsable. On nous traiterait d'irresponsables. Il y a déjà eu une réunion, vous n'avez pas été informé ? Non, mais là, j'en parle de la réunion. Monsieur Morvan vient de parler d'une réunion avec les habitants, donc je demande s'il y a un calendrier ou quelque chose de fixé. Voilà. Tu parles de quelle réunion, Lauriane ? Justement, c'était ma question. Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un sous-entendu comme quoi vous n'étiez pas toujours au courant. Donc je voulais savoir s'il y avait déjà eu une réunion publique qui s'était faite sans que vous ne soyez au courant. Ah non, c'est pas ça. Non. Il y a des dossiers qu'on n'a pas eu, ou des informations qu'on n'a pas eues, mais pas celle-ci. D'accord. Bien. Pas que je sache. Donc on revient Alors le total général pour cette affaire. Alors on a bien sûr, on a tout englobé. Alors sur les 356 000, on n'a pas fait le détail ici. On a l'achat, donc si vous vous souvenez, l'achat de la maison, elle était de 42 000 euros qu'on a confié à l'EPF SMAF. L'achat et la démolition, donc la démolition, le montant était entre 35, l'estimation qui avait été donnée entre 35 à 40 000 euros, donc on a mis 40 000 euros, donc c'est pas marqué au tableau, hein. Je le fais de mémoire. Ensuite, on a donc l'aménagement, le plan qu'on vous a montré, l'aménagement global de la place, c'est 250 000 euros. Donc les voiries départementales, bien sûr, c'est 0. Et la maîtrise d'œuvre était de 24 000 euros. Donc ça nous donne un montant de 356 000, voilà. Donc ça nous donne les 350, oui exact, ça nous donne les 356 000 euros en taxe. Donc là-dessus, on va chercher de la DETR, on pourrait aller chercher de la DETR. On verra pour la DETR, puisque on pourrait émarger à 1 ou 2 dossiers en fonction des montants demandés à la DETR et surtout en fonction des dossiers qui pourraient être déposés par l'ensemble des personnes du des collectivités du département, hein. Voilà, donc là, on espère donc toujours nos 30% aussi, donc 106 800. Je rappelle, sur le foyer rural, on a eu 141 000. Donc quand on fait le cumul de ces 106 000 plus les 30 et quelques mille, les 29 000 d'avant, on est encore dans les mêmes... donc on pourrait émarger à la DETR sur ces deux opérations.
Le conseil régional, C'est le bonus relance. alors le conseil régional, c'est le bonus relance, mais aussi l'aménagement de Bourg. Oui, Hein. Mais bon, voilà, enfin, que ce soit dans les deux. Donc là, on a provisionné 50 000 euros. On espère avoir 50 000 euros, et plus si possible. Conseil départemental, là, on est dans un cadre alors le terme exact, c'est ressainement parce qu'on vient tomber on vient démolir une maison qui se trouve à côté d'une départementale, et dans la mesure où on sécurise, on pourrait marger sur un montant de 15 200 euros maximum. Le terme exact, c'est ressainement d'immeubles en bordure de route départementale en traverse d'agglomération. Voilà. Donc pour vous dire qu'on va essayer de chercher les subventions partout où elles sont. Donc ce total de financement, ça fait 172 000 euros. Ça veut dire que sur les fonds propres de la commune, il nous restera à charge 184 000 euros. Donc vous voyez, on est à peu près à 50%. Voilà. Il y a des questions sur ces demandes de subventions? Pardon, concrètement, quelle va être la prochaine étape de ce projet-là? Quelle va être la prochaine étape maintenant? Eh bien, la prochaine étape, là, ça va être de voir avec la métropole et après de faire la réunion avec les habitants ternants. Ok, d'accord. Réunion avec la métropole, d'abord. Hein? Réunion avec la métropole. Eh bien oui. L'architecte. Oui, mais bien sûr qu'il y aura la métropole aussi qui sera là. Oui, non, puisqu'elle telle qui prend l'ouvrage, je comprends. D'autres questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Excuse-moi, Jean-Marc, est-ce qu'on a une idée du délai des échéances? Pour l'instant, on n'a pas de délai. Là, j'aurais même souhaité qu'aujourd'hui, on ait pu faire toutes les réunions et qu'on soit figé sur le plan. Mais la crise fait qu'on n'a pas pu faire les réunions. Voilà. Donc là, j'espère que dans le mois de mars, on arrivera à faire, à caler tout ça. Merci. Mais aujourd'hui, à chaque jour, voilà. Aujourd'hui, on nous dit que c'est à peu près bon. On nous a déjà dit ça, hein, et c'était reparti. Donc, je reste toujours prudent, plutôt que d'annoncer des dates ou des mois et qu'on vienne me dire après, oui, mais tu nous avais dit telle date, oui, mais j'avais dit telle date, dans telles conditions. Voilà, donc on reste prudent. Alors, on fait la DETR. Ça, c'était J'en suis. Donc, la DETR, on l'a voté. Donc, après, la subvention donc, pour la région, est-ce que vous êtes contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis le département, oui, c'est que j'ai pas mis dans l'ordre. Et la subvention départementale pour l'aménagement, donc conseil départemental de 15 200 qu'on pourra avoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors on passe à la suite. Adoption du règlement budgétaire et financier par rapport au plan comptable M57. Marie-Martine. Alors on a essayé de faire un tableau un peu synthétique pour éviter de se perdre déjà. Donc pourquoi un passage au référentiel M57 L'instruction budgétaire et comptable qui régissait jusqu'à présent notre budget communal était le référentiel M14, applicable aux communes dont la population est inférieure à 3500 habitants. La population d'Orsine ayant dépassé 3500 habitants lors du recensement de 2020, nous sommes contraints d'appliquer, à compter du 1er janvier 2022, la nomenclature budgétaire et comptable M14, applicable aux communes d'une population supérieure à 3500 habitants. Toutefois, la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques, en concertation avec les associations d'élus et les acteurs locaux, ont élaboré en 2015, dans le cadre de la loi NOTRe, le référentiel M57 qui doit obligatoirement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. Aussi, les services de la trésorerie qui nous accompagnent dans la mise en place de cette nouvelle nomenclature
nous ont-ils conseillé de passer directement, dès le 1er janvier 2022, à l'application du référentiel M57. Sinon, il fallait changer 2 fois. Passer d'abord à une nouvelle comptabilité au 1er janvier 2022 et ensuite au 1er janvier 2024 passer à la M57. Donc là on passe directement à la M57. La procédure de mise en place de ce référentiel est la suivante. Par délibération en date du 21 juillet 2021, le conseil municipal a décidé l'adoption du référentiel M57, donc, comme je viens de le dire, à compter du 1er janvier 2022. Une seconde délibération du conseil municipal doit intervenir avant le vote du budget 2022 pour approuver un règlement budgétaire et financier rendu obligatoire par l'instruction budgétaire et comptable applicable aux collectivités dans le cadre de la M57. Il a pour objet de formaliser les principales règles budgétaires et comptables applicables pour la durée de la mandature, qui pourrait être actualisée en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Ce règlement budgétaire et financier, donc, que nous allons voter ce soir, devra être à nouveau voté par le conseil municipal à chaque renouvellement de ses membres. Donc certaines règles budgétaires et comptables seront applicables obligatoirement, d'autres facultatives doivent faire l'objet de décisions du conseil municipal. Quelles sont les règles qui changent par rapport à moins de 3500 et plus de 3500? C'est important. Alors, certaines règles, de toute façon, il y avait des règles qui changeaient entre moins 3500 et plus 3500, et il y a d'autres règles qui changent parce qu'on passe en M57. Donc, la procédure. Donc, le projet de règlement budgétaire et financier vous a été adressé joint à la convocation. Le cadre budgétaire. Marie, juste parce que du coup, Guilhem demandait ce que ça changeait du passage de M14 à M57. Alors là, c'est-à-dire là, je vais d'abord vous exposer, vous rappeler alors les principes, donc certains qui étaient déjà applicables en M14, la définition de ces principes, et ensuite je récapitulerai ce qui change. Donc les principes budgétaires, ce sont donc l'annualité, l'unité, l'universalité, l'équilibre, la sincérité et la spécialisation. Ce sont les grands principes budgétaires. Vous les avez reçus, tout ça là? Pas le PowerPoint. Oui, mais enfin tout ça c'est inclus dans le règlement budgétaire et financier qui vous a été adressé. Si? Pas le PowerPoint, c'est le détail, disons que le PowerPoint... C'est le résumé de ce qu'on vous a envoyé. Ce qui vous a été envoyé. Ok. Ah oui, ça. Alors, le cycle, donc j'ai le principe budgétaire. Ensuite, on passe au cycle budgétaire. Ça bug. Ça marche bien, mais ça marche pas sur l'écran. C'est pas la première fois qu'il me fait ça. S'il y a des spécialistes, je viens de l'aide. Tu le fermes et tu le rouvres peut-être. Oui, c'est ce que j'ai. Ouais, d'accord. Voilà. Sinon, tu demandes à Jean-Marc. Si t'as besoin de rien, tu demandes à Jean-Marc. Je sais pas pourquoi il veut pas. J'avais pas envie de le faire. Ah, d'accord. Je m'en suis bien sorti l'autre soir. Attends. Et j'étais tout seul en plus. Donc, Donc,
C'est pas du tout ce que j'ai sur mon écran. Hein. Il faut juste éteindre ton sortir de ton PowerPoint. C'est bien la peine. Mais il ne veut même pas s'éteindre. Non, il veut pas. Ah. Alors là, on est sur celui-là. Déjà, c'est bon. Du coup, on va repartir sur. Je suis désolée. C'est pas grave. Ah non, mais ça peut Petit partir. incident technique. Voilà. La nouvelle technique, elle a aussi ses marges comme l'ancienne. Hein. J'espère que du coup, je vais pouvoir bien partir. Voilà, Voilà, c'est c'est parti. ok. Bon, bah, je sais pas pourquoi. Le Hop. principe budgétaire, voilà, c'est après. Et voilà. Voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. En plus, on n'allait pas se passer d'un beau tableau comme ça. C'est le Le cycle budgétaire. Donc, on commence par le débat d'orientation budgétaire. C'est nouveau. Donc, obligatoire dans les communes dont la population est supérieure à 3500 habitants. Et il doit intervenir au cours des 2 mois précédant le vote du budget. Le budget primitif, qui est voté avant le 15 avril de l'année en cours, sauf les années d'élection municipale où le délai est prolongé jusqu'au 30 avril. Il prévoit la totalité des recettes et dépenses de l'année et peut éventuellement ouvrir des autorisations de programme, autorisations d'engagement et de crédit de paiement. Alors, éventuellement, on a un budget supplémentaire si la totalité des résultats de l'exercice précédent et des restes à réaliser n'ont pas été intégrés au budget primitif. Des décisions modificatives pour ajustement des prévisions budgétaires. Ensuite, le compte administratif et le compte de gestion qui présentent les résultats de l'exécution du budget de l'exercice. Donc, ils doivent être votés obligatoirement avant le 30 juin de l'année N+1. Non, c'est que je suis allée trop vite. Et est à l'étude le regroupement éventuel du compte administratif et du compte de gestion au sein d'un document unique, le compte financier unique, mais qui n'est pas encore applicable. Alors, la présentation des documents budgétaires, ils sont assortis d'annexes conformes aux dispositions en vigueur lors de leur vote. Ensuite, la gestion de la pluriannualité. Le plan pluriannuel des investissements. Le plan pluriannuel des investissements, PPI, est un document facultatif qui est un outil de programmation des investissements qui seront réalisés au cours du mandat. Il est élaboré en prenant en compte le coût complet prévisionnel des projets, le rythme de réalisation de chacun des investissements, ainsi que les capacités d'investissement de la commune. Dans ce cadre, les crédits de paiement annuels nécessaires à sa mise en œuvre sont inscrits chaque année au budget. Actuellement, compte tenu de nos incertitudes au niveau de l'évolution de nos recettes, les dotations et compensations de l'État, les reversements de Clermont-Auvergne Métropole, donc ce sont des questions qui seront abordées plus précisément lors du débat d'orientation budgétaire, il paraîtra difficilement envisageable de proposer un plan pluriannuel des investissements. La définition des autorisations de programme et des crédits de paiement. L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour la réalisation des investissements. Elle peut être pluriannuelle, donc avec précision de son montant sur chacun de ses budgets de rattachement. L'autorisation d'engagement est la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées. Et le crédit de paiement est la limite supérieure des dépenses qui peuvent être payées dans le cadre des autorisations d'engagement. L'exécution
l'exécution budgétaire. Donc, la séparation de l'ordonnateur et du comptable public. Bon, l'ordonnateur, c'est le maire de la commune qui est chargé d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses et les recettes. Le comptable public, le receveur principal des finances publiques, agent de l'État, contrôle et exécute les opérations d'encaissement et de décaissement dans la limite des crédits ouverts par le conseil municipal. Bon, une exception à ce principe concerne les régisseurs de dépenses ou de recettes municipaux. La comptabilité d'engagement, elle est obligatoire en matière de dépenses et facultative en matière de recettes. L'engagement comptable, consécutif à un engagement juridique de la collectivité, permet de s'assurer de la disponibilité des crédits. La clôture comptable, les reports et les restes à réaliser, les dépenses engagées et non mandatées de la section d'investissement constituent les restes à réaliser inscrits sur le budget de l'année suivante. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice concerne les dépenses et recettes de la section de fonctionnement lorsque leur montant peut avoir une incidence sur le résultat de l'exercice. Le conseil municipal peut fixer un seuil minimum de rattachement et il sera proposé de fixer 700 € pour ne pas alourdir la comptabilité. Non, c'est 1 000 €. Non, c'est pour autre chose. Ah oui, les d'accord. amortissements. Ouais, ouais. Donc, Ah oui, oui, oui. on a resté. Exact. On a 700 aussi. La gestion patrimoniale, bon, l'inventaire et l'état de l'actif, l'ordonnateur, le maire tient un inventaire des biens acquis depuis 1997, biens corporels, incorporels, immobilisation non financière destinée à servir de façon durable l'activité de la commune, et l'état de l'actif, il est tenu par le comptable public. Le traitement comptable des frais d'études et des avances sur travaux. Les dépenses correspondantes sont imputées lors de leur paiement à certains articles budgétaires et une fois l'opération terminée à d'autres articles. Bon, ça c'est la nomenclature. L'amortissement. Les amortissements obligatoires dans les communes de plus de 3500 habitants permettent d'assurer une partie du renouvellement des biens amortis. Ils se traduisent budgétairement par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. L'article R 2321.1 du Code général des collectivités territoriales fixe les biens amortissables. La durée d'amortissement de chaque catégorie de biens est votée par le conseil municipal en se référant à un barème fixé par le règlement général de la comptabilité publique. La date de prise d'effet de l'amortissement est celle de la mise en service du bien amorti. En pratique, on se réfère à la date de la facture et on applique la règle du prorata temporis. Alors là, il y a des exemples qui sont après. Alors, ça veut dire que si on achète un camion, que la facture est payée au 1er janvier, le bien est amorti à compter du 1er janvier. Mais si on achète un bien au 1er juillet,
l'amortissement ne va courir qu'à partir du 1er juillet. Et pour des biens de faible valeur, donc le conseil municipal va fixer un seuil. Il est proposé qu'il ne soit amorti qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. Alors là, il sera proposé de fixer le seuil à 1 000 € pour des biens d'un faible montant. On va revenir au tableau. Alors, le tableau, donc les durées d'amortissement, selon les subventions reçues, selon la durée d'amortissement du bien auquel la subvention est liée, les frais d'études effectués en vue de la réalisation d'investissements, on propose 5 ans, les frais d'insertion, 5 ans, subventions d'équipement versées pour des biens mobiliers, 5 ans, subventions d'équipement versées pour des bâtiments, 30 ans, subventions d'équipement versées, infrastructures d'intérêt national, 40 ans, concessions et droits similaires, c'est-à-dire les logiciels, 3 ans, immobilisation corporelle, installation générale, agencement, aménagement des constructions concernant les bâtiments privés, 10 ans, autres matériels de transport, 8 ans, matériel informatique scolaire, 5 ans, matériel de bureau et mobilier scolaire, table, bureau, mobilier d'assises, mobilier de rangement, 10 ans, matériel de bureau et mobilier scolaire, coffre-fort, armoire forte, armoire ignifugée, 25 ans, autre matériel de bureau et mobilier, table, bureau, mobilier d'assises et mobilier de rangement, 10 ans, autre matériel de bureau et mobilier, coffre-fort, armoire forte, armoire ignifugée, 25 ans, et autres des jeux d'enfants, des barrières, enfin des petits matériels divers, 10 ans. Les provisions obligatoires. Les provisions sont obligatoires dès l'ouverture d'un contentieux, pour certaines garanties d'emprunt et pour le recouvrement de recettes compromis malgré les relances du comptable. La gestion financière, la gestion de la dette propre. Les emprunts votés par le conseil municipal constituent des recettes non fiscales pour financer la section d'investissement. La commune peut recourir à différents types d'emprunts, à taux fixe ou variable, en prenant en compte un degré de risque défini légalement. Bien que les marchés de services financiers ne soient pas soumis au code de la commande publique, une consultation est lancée auprès de plusieurs établissements de crédit préalablement à la souscription de chaque emprunt. C'est ce qui est pratiqué. La gestion des demandes de garantie d'emprunt. La garantie d'emprunt accordée par décision du conseil municipal est un engagement par lequel la commune assure le paiement des sommes dues au titre du prêt garanti en cas de défaillance de l'emprunteur. Les garanties d'emprunt accordées à des personnes de droit privé sont soumises à des ratios par rapport au montant de la dette communale globale et des recettes de fonctionnement. Ces limitations ne sont pas applicables pour l'octroi de prêts à des organismes d'habitation à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte ou subventionnées par l'État. Le contrôle des collectivités territoriales par la Chambre régionale des comptes. Pour la Chambre régionale des comptes, contrôle la régularité des opérations faites par le comptable public ainsi que le respect des principes budgétaires par les collectivités territoriales. Ensuite, on a les relations avec Clermont-Auvergne Métropole, on a la dotation de solidarité,
l'attribution de compensation, l'attribution de compensation d'investissement et la conclusion de conventions spécifiques. Oui, Guylaine, tu as posé une question de qu'est-ce qui change par rapport à la M14. Alors, ce qui change, il y aura, vous verrez dans le détail du budget, des changements d'imputation budgétaire. C'est-à-dire que les numéros d'articles ne seront pas tout à fait les mêmes. La nomenclature change. Le vote du budget par nature et présentation par nature et par fonction. Alors, par nature, ça veut dire par article, bon, par exemple, énergie, entretien des bâtiments, fêtes et cérémonies. Et la présentation par nature et par fonction, c'est qu'à l'intérieur de chaque article, on peut dissocier pour nous par service. Par exemple, consommation d'électricité, service administratif, école, bâtiments sportifs, voilà, c'est la fonction. Engagement des dépenses obligatoires et éventuellement des recettes, ça veut dire qu'il faut engager pour les dépenses, chaque dépense, soit par un bon de commande, soit par un marché, soit par un contrat, une convention, il faut obligatoirement un engagement. On faisait déjà ça. On le faisait, oui. Là, c'est on avait anticipé la M57. Obligatoire. Donc l'inscription de provision quand un contentieux est en cours, donc certaines garanties d'emprunt, mais nous n'en avons pas puisque les garanties d'emprunt qui ont été accordées avant 2008 et après 2008, c'est auprès de l'organisme qui construisent des logements, qui aménagent des logements sociaux. Donc ça ne concerne pas des organismes privés. Et le recouvrement compromis de recettes lorsqu'on est amené on sait qu'on aura à admettre certains titres de recettes non recouvrés en non-valeur. Le rattachement des charges à l'exercice à la section de fonctionnement, ça signifie que si des bons de commande sont émis avant la fin de l'année, mais le bien n'a pas été fourni et où on n'a pas reçu la facture, donc on les rattachera à l'année de la commande. Et là, donc, le conseil municipal va être invité à fixer le seuil des charges à rattacher. Le plan pluriannuel d'investissement, donc on en a parlé. La possibilité pour le maire, sur autorisation du conseil municipal, de faire des virements de crédit de chapitre à chapitre sous certaines conditions. Alors, les amortissements ne concernent pas que la M57, ils concernent les communes de plus de 3500 habitants, comme on en a parlé. Et le débat d'orientation budgétaire concerne aussi les communes de 3500 habitants, même si on n'était pas passé en M57. C'est le gros des modifications, là. Oui. Donc, il y a des questions par rapport à tout ça. En fait, on a essayé de faire un résumé, Marie-Martine a essayé de faire un résumé du document un peu indigeste, hein, je le dis toujours comme ça pour ça, du document qui est un peu indigeste. Voilà. Après, on fait confiance aux comptables aussi. Hein. Les trésoriers. Il est obligé d'être détaché à la console l'année prochaine. Ah non, non. Est-ce que cette année, il y aura un débat d'orientation budgétaire ou c'est l'an prochain qu'il y aura un premier débat d'orientation budgétaire? Il va y en avoir un là dans le mois de mars. Donc on va commencer ici, effectivement. C'est pour ça qu'on passe l'adoption du règlement. D'accord, ok. Il y a quelque chose que j'ai, peut-être depuis votre temps, j'étais à la commission, donc j'ai un peu plus d'avance sur vous, peut-être.
Sur la planification pluriannuelle d'investissement sur PPI, vous avez dit que c'était facultatif. Par rapport Le PPI. Le PPI. C'est facultatif. C'est facultatif. Et donc, vous avez choisi, pour facultatif, vous n'adhérez pas à ce concept. On en parlera quand on en sera au niveau du DOB. On a vu les grands principes, là. Non, mais c'est une question que je posais simplement. Parce que... En fait, Oui, d'après les circulaires, l'attention des conseils municipaux est attirée par le fait qu'un vote trop précoce fait courir le risque d'une mauvaise appréciation du coût. Aussi, il est recommandé de voter les autorisations de programme consécutives au plan de les voter le plus près possible du démarrage de l'intervention. Après des actions précises financières et techniques, non lorsque le projet est seulement envisagé. Donc il faut que le projet soit complet. Oui, non, mais non, pas là. Donc, on peut avoir des visions budgétaires, c'est pour la vision. Et ça intéresse quand on est en début de mandat, ou c'est à partir de maintenant avoir des visions. On va le faire là. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est également de savoir les dotations globales de fonctionnement, combien elles vont augmenter ou de combien elles vont baisser. Surtout de combien elles vont baisser. Quand on passe de 314 000 à 90 000 euros, avec les 220 000, je fais un emprunt d'1 million, 1,5 million d'euros. Voilà, juste pour expliquer par rapport au PPI, la difficulté de faire un PPI aujourd'hui. Ça, je peux l'entendre, mais ça n'empêche pas d'avoir une vision. Mais ça fait pas partie de l'objet là, c'est ce qu'on verra. On va avoir la vision technique, mais la vision budgétaire, c'est difficile, parce que sur les subventions, etc., c'est assez difficile. Toutes les communes sont. Mais toutes les communes de plus de 3500 sont dans la même difficulté. Il n'y a pas que nous, hein. Quand on voit, vous allez voir combien on va provisionner d'énergie pour l'année prochaine, et voilà, c'est un peu prématuré pour en parler là, parce que peut-être que les chiffres qu'on a aujourd'hui en tête, ça ne va pas être les mêmes demain. Je pense. Voilà, donc on veut bien tout ce qu'on veut. Mais ça fait partie de... tout simplement pour qu'on puisse préciser les choses. Là, il fallait qu'on passe ce règlement budgétaire et financier, plutôt que de faire ça en même temps que l'Europe, ça ne ressemblait à rien. Donc là, on le fait avant, au moins on a les choses qui sont fixées, et donc ça nous permet d'avoir un débat... Il faut qu'on en débatte en mars, avant le vote du budget. Voilà. Donc là, il faut qu'on vote au fur et à mesure, Marie-Martine. Il faut voter le règlement budgétaire et financier. On en est là adoption du règlement budgétaire et financier. Selon ce qui a été dit, et puisque vous avez reçu, il n'y a pas... Il y avait les seuils, là on en parle, c'est à voter, c'est qu'après, d'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur le règlement budgétaire et financier, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, fixation de la durée du seuil d'amortissement des biens. Donc c'est la fiche qui correspond d'ailleurs à ce qu'on nous demande. On n'a rien, on n'a pas inventé... Attends, de la durée d'amortissement des biens. Oui, là on propose... oui, donc il y a la délibération avec la durée d'amortissement. Oui, c'est ça, pardon. D'abord la durée et le seuil d'amortissement des biens. Donc la durée d'amortissement des biens, c'est le tableau. On vote les deux en même temps. C'est le seuil. De toute façon, c'est pas propre hors signe, c'est la loi, c'est la réglementation. C'est comptable. On n'invente rien. On n'a pas inventé un règlement, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est la comptabilité. C'est des règles comptables, c'est ça qu'il faut appliquer. Donc là, on vote quoi là? Alors on vote la durée là, la durée et le seuil. Le seuil, on a proposé 1000 euros pour rattacher pour amortir à partir du 1er janvier de l'année suivante. Des questions? Sinon on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et après on a le seuil de rattachement des charges et des produits. Oui, alors donc on a parlé de 700 euros.
rattacher à l'année qui vient de se terminer. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc après, on a une admission en non-valeur. Oui. Donc, admission en non-valeur. Alors, il s'agit de factures concernant la cantine scolaire. Donc, certaines avaient un montant inférieur au seuil des poursuites. Et il y a deux factures. Le trésorier a poursuivi, mais il n'y a pas eu de suite. Recherche infructueuse. Les personnes avaient quitté la commune. Les impayés? Les impayés. Alors, les impayés. Donc, il y en a pour 249,06 €. Donc là-dessus, on devrait après ne plus avoir, on devrait avoir vraiment des impayés, mais au-dessus de 15 €, on fait plus de facture. Nous, en dessous de 15 €, puisque en dessous de 15 €, la trésorerie ne va pas forcément le chercher. Si nous, on voulait le faire, il faudrait qu'on ait les éléments. On n'a pas forcément tout de suite. Donc on a vu avec le trésorier qui nous donne les éléments et qu'en fonction de ce qu'on voit, qu'on puisse faire le nécessaire si c'est en dessous de 15 €. Mais là, a priori, on aura, sinon, bon, les sommes de 70-54 par exemple, combinaison infructueuse, là, la trésorerie a fait le nécessaire, mais on l'a de fait en non-valeur. Voilà. Donc ça, on ne devrait plus l'avoir, ou le moins souvent possible, en fait. On passe au vote pour cette admission en non-valeur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, alors, on a fini avec les finances, on fait les affaires générales. Donc là, c'est la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, on vous a mis l'article, puisqu'en fait, ça doit correspondre au... Je parle sous contrôle de Marie-Martine, de la modification... avec la M57, hein. Oui, c'est-à-dire pour le débat. Oui, donc il faut ajouter le DOB. Donc le débat d'orientation budgétaire du fait qu'il est devenu obligatoire, donc il faut compléter le règlement par un article qui le mentionne. Pour que notre règlement intérieur soit cohérent avec ce qu'on a voté. Des questions? Sinon, on passe au vote. Il n'y aura pas de vote, là. Non, il y aura pas de vote. Mais si, il y a bien, c'est pour ajouter l'article. On ne parle pas de la même chose. Non, on ne parle pas de la même chose, on parle du DOB. Non, ce n'est pas un vote, c'est un débat. C'est un débat. On fait un débat. Mais Donc, là, on vote. Là, on vote la modification du règlement intérieur. Oui. Qui est contre cette modification de règlement? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a l'organisation du temps de travail, le passage aux 1607 heures. Qu'est-ce qu'il le fait? Tu le fais, Lauriane? Oui, c'est un dossier qu'on a déjà passé en conseil municipal relatif à la loi sur le passage aux 1607 heures pour les fonctionnaires territoriaux, enfin pour les fonctionnaires. Et en fait, ce dossier doit impérativement passer en comité technique, donc qui est composé d'organisations syndicales et également d'élus. Il s'avère que l'ensemble des projets, pas notre projet, mais l'ensemble des projets, par principe, a été rejeté par les organisations syndicales, qu'ils soient bons ou pas. C'est un fait de contestation. Donc dans la procédure, il doit être repassé à nouveau en conseil municipal pour repasser à nouveau en comité technique, mais cette fois-ci, il ne pourra pas être refusé. Voilà. Donc, on suit la procédure. Mais Lauriane, on n'était pas au temps de travail, on n'était pas aux 35 heures ici. Parce que c'est les 35 heures, je crois, qui sont dénoncés, qui ne sont pas, d'après ce que j'ai vu. Non, mais les syndicats, en fait, c'est qu'ils sont contre le passage aux 1607 heures de façon globale, en fait. Peu importe comment il est réparti dans les collectivités, les choix... Parce que je crois que le gouvernement avait demandé que toutes les collectivités territoriales passent. C'est légal, c'est une obligation légale. Pour autant, ça touche à une réorganisation des services, donc il y a une obligation de passage en comité technique avec l'avis des organisations syndicales. Et c'est ce que je te dis de façon à peu près systématique. Alors je ne sais pas si c'est un phénomène au niveau national, mais en tout cas au niveau du centre de gestion de
les organisations syndicales s'y opposent systématiquement. Je fais partie du comité technique, donc les organisations syndicales sont contre le fait de passer en 1107 heures. Donc même les communes, c'était difficile pour le président du centre de gestion aussi, pour expliquer après dans les courriers qu'il envoyait aux communes, que les communes qui n'ont rien changé, qui étaient déjà à 1607 heures, les syndicats étaient contre quand même ce qui avait été voté avant. Voilà, donc c'est manifeste, toutes les communes ont voté contre. Mais on est obligé de le repasser, nous, en conseil. Oui, mais je veux dire, si ça s'applique déjà dans certaines communes, nous, on n'est pas concernés, logiquement. C'est obligatoire. Oui, mais c'est obligatoire. C'est pour la commune. Ah, c'est pour la commune, oui. C'est que du coup, notre dossier a été présenté en comité technique et ce dossier a été de fait refusé. Oui, parce que j'ai vu. Oui, c'est ça. J'ai vu des grandes communes. Mais il est repassé, on a refait une commission exceptionnelle. Qui ont enlevé les jours du maire, les RTT et tout ça, j'ai vu ça. Les grosses communes. Bon. Parce qu'en fait, la préfecture nous obligeait à leur rendre une délibération avant le 31 décembre. Nous, notre conseil était le 15 décembre et le comité technique exceptionnel suite au premier avis défavorable était le 21 décembre, donc après notre conseil. Donc on a quand même été obligé de délibérer en mettant l'avis défavorable et en précisant que ça repasserait en comité exceptionnel. Et à la préfecture, ils nous ont demandé de redélibérer à la fin, puisque normalement, si on n'avait pas été contraint par ce 31 décembre, on n'aurait pas tout de suite délibéré, on aurait attendu le deuxième comité technique exceptionnel. Cette navette, elle est classique, voilà. Elle est réglementaire, c'est-à-dire que pour toute décision qui doit être discutée en comité technique avec des organisations syndicales, la loi dit qu'il y a un premier passage en comité technique qui est fait normalement pour émettre des avis, discuter, améliorer le texte. Mais si au bout du deuxième passage, c'est quand même refusé par les syndicats, de fait, ça passe. C'est le 49.3. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, toutes les communes du Puy-de-Dôme font la même chose. Et donc après, on n'a pas voté encore. Là, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on a l'élargissement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de l'expertise et d'engagement professionnel. Donc ça c'est pareil, c'est un dossier qu'on a déjà passé, mais je ne sais plus si c'était sur ce mandat ou le mandat d'avant. Le mandat d'avant. C'est en fait le régime indemnitaire, la nouvelle mouture du régime indemnitaire pour les fonctionnaires. Qui maintenant se base sur les missions qui sont exercées et le grade occupé. Pour ce faire, il avait été établi un certain nombre de groupes de fonctions par grandes fonctions occupées par notre personnel et en tenant compte de leur catégorie. Donc on avait 3 groupes en C, 3 groupes en B et nous n'avions pas de A. Et aujourd'hui, nous voulons élargir à la catégorie A pour notre directrice générale des services qui est sur le point de passer son concours d'attaché et qui, j'en suis sûre, l'aura. En tout cas, dans cette attente, on considère, nous, qu'elle exerce pleinement les fonctions de catégorie A, même si son grade ne correspond pas aujourd'hui puisqu'elle est catégorie B, mais c'est toute la logique du RIFSEP, c'est de pouvoir rémunérer, donner des primes à des agents qui occupent des missions dans l'attente d'avoir ce grade. Voilà, donc on vous propose d'ouvrir ce RIFSEP à la catégorie A avec toujours pareil une fourchette de montant qui est entre 700 et 1400. Par rapport à ce qu'elle perçoit aujourd'hui, puisque à côté elle a d'autres primes, on regroupe tout, ça lui ferait une augmentation de 100 €. On vote? Des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, on a un débat. C'est un débat qu'il faut qu'on fasse. On a dû vous le renvoyer après, concernant la protection sociale complémentaire. C'est qui fait le débat? C'est ce qui va le faire. Allez, c'est moi. Donc je vais vous présenter un petit peu le contexte. Ça va reprendre ce que je vous avais envoyé, donc le contexte, le pourquoi et après ce qui se fait sur la commune. Donc il y a une ordonnance qui est apparue l'année dernière et qui oblige
les assemblées délibérantes à se prononcer, donc à organiser ce débat sur les protections sociales. Alors, il fallait le faire avant le 18 février, nous sommes le 24. Bon, je pense que ça ira quand même. Et c'est quelque chose qu'on devra faire systématiquement quand il y aura un changement d'assemblée. Donc là, ça ne nous concerne pas pour ce coup-ci. Donc en fait, la protection sociale complémentaire, c'est deux choses. Il y a la partie santé, en gros c'est la mutuelle en fait, et la partie prévoyance, maintien de salaire. Donc c'est quand, maintien de salaire, c'est quand un agent est malade, qui tombe à demi-traitement, c'est une assurance qui va compléter l'autre moitié de son traitement en fait. Il faut savoir que dans la fonction publique, je ne sais pas si c'est pareil dans le privé, quand vous êtes en maladie plus de 6 mois consécutifs, vous tombez à demi-traitement. Voilà, et donc du coup, c'est cette assurance qui permet de compléter le salaire des agents. Donc il y a eu auparavant déjà une loi qui avait été votée dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, qui disait que les communes avaient la possibilité d'aider financièrement les agents. Il n'y avait rien d'obligatoire, il n'y avait pas d'adhésion obligatoire pour les agents si les collectivités décidaient de prendre un contrat. Et cette participation, elle pouvait être aussi, vous le verrez d'ailleurs, ce qui est le cas sur Orsine, être différente suivant la catégorie, le poste qu'emploient les agents, ce qui était le cas d'ici, où il y a d'autres collectivités qui avaient décidé que c'était en fonction des indices de rémunération, etc. Donc en fait, c'était facultatif et chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et il y a toujours deux façons de pouvoir adhérer à ces contrats, soit pour permettre aux agents d'avoir ces contrats-là, soit il y avait une convention de participation. Donc en fait, c'est la collectivité qui faisait un contrat de groupe, c'est ce que ça veut dire, soit c'était sous forme de label. Donc il y avait participation des collectivités à condition que la mutuelle ou l'assurance ait un label reconnu par la collectivité. Donc ce qui évolue à partir du nouveau décret qui est donc tombé, ça y est. Le but en fait, c'est que tout soit homogène parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fonction des différentes fonctions publiques, on n'avait pas la même chose chez les agents et qu'on était en retard du coup par rapport au privé. Parce que le privé, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont l'obligation, que l'employeur a l'obligation de participer à une complémentaire. Je précise juste que ce texte est fait dans le cadre de la loi de modernisation de la fonction publique territoriale et que le but étant le plus possible de se rapprocher du privé. Ça en fait partie. Donc, ce qui va changer, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, les collectivités auront l'obligation de participer à hauteur de 50% au financement de ces mutuelles. Alors, j'appelle ça mutuelle pour tout le monde, voilà, on sait ce que c'est. Et ces 50%, ils seront d'un montant cible. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, je n'ai pas le dernier décret, mais qui a été... le décret l'a défini là récemment. Donc, c'est à partir de ça que sera calculé les 50%. Et pour ce qui est de la participation obligatoire pour la prévoyance, donc le maintien de salaire, c'est un minimum de 20%. Et là, par contre, ça deviendra obligatoire au 1er janvier 2025 et la mutuelle au 1er janvier 2026. C'est à ce moment-là qu'on devra faire un choix. Exactement. Donc, ça sera comme ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'il y aura deux solutions. Soit la collectivité, et c'est là-dessus que vous allez débattre, alors pas forcément aujourd'hui, mais l'enjeu, il est là. C'est déjà choisir quel type on veut. Est-ce qu'on veut un contrat collectif? Est-ce qu'on veut une labellisation? Si on veut un contrat collectif, est-ce que la commune va elle-même lancer les appels d'offres pour savoir ce qui est intéressant ou, et c'est ce qui est en train de se faire dans d'autres départements et qui arrivera sûrement aussi chez nous, c'est-à-dire que le centre de gestion va, lui, préparer des appels d'offres pour essayer d'avoir les meilleurs tarifs et proposer une adhésion aux communes. Ça sera certainement ça. Ça sera voilà, sûrement ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis au centre de gestion, donc vu la complexité de tout ça, de lancer un appel d'offres, et puis en plus avec le centre de gestion, on sera plus, globalement, on sera plus fort collectivement avec les communes.
c'est un peu déjà ce qu'on a fait, c'est pas un peu, c'est exactement ce qu'on a fait pour l'assurance du personnel. On est passé par le centre de gestion, parce qu'ils ont des pouvoirs de négociation qui sont beaucoup plus importants que nous. D'ailleurs, sur ce régime-là, ça risque d'augmenter aussi largement, parce qu'ils arrivent, enfin je dis ils arrivent, non mais plutôt on, puisqu'on en fait partie, on arrive en fin de contrat, il va falloir aussi renouveler, et on a peur des mauvaises surprises d'augmentation des participations. Donc, je vous ai expliqué, donc les délais, l'ordonnance, date d'effet de l'ordonnance, ça sera c'est au 1er janvier 2022. Donc, on vous le répète, au 1er janvier 2025, obligation pour les prévoyances et santé 2026. Alors maintenant, c'est des données nationales, hein, c'est juste pour un peu se rendre compte du contexte. Donc 89% des agents déclarent être couverts par une complémentaire, donc c'est pas 100%. Hein. Donc ça veut dire que ça va peut-être être l'occasion qui est 100% en fait. Ce qu'il y a, c'est que, on l'observe surtout sur la prévoyance. Il y a beaucoup d'agents qui se disent, et notamment des jeunes agents qui se disent, parce que c'est un coût quand même si de plus en plus les collectivités participent, c'est un coût qui n'est pas négligeable sur le salaire, et qui disent non, mais moi je suis en bonne santé, c'est bon, j'aurai le temps d'y voir arriver. Quand ça vous arrive et que ça tombe sur le coin du nez, je peux vous dire que les 6 mois d'arrêt, ils sont vite là. Il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs millions qui ne sont pas couverts par le mutuel. Les retraités, ils n'ont rien du tout bien. Non, et puis 6 mois, ça passe très vite. Donc, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience dans les collectivités, puisqu'il y a quand même 25% de plus de collectivités qui adhèrent à des contrats. Et la moyenne, en fait, pour les prévoyances, vous voyez, c'est entre 18,90 € par agent ou 12 euros. 18,90 en santé, 12 € en prévoyance. Voilà. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils ont constaté que la labellisation était majoritaire sur les santé et que les prévoyances étaient plus des contrats de groupe dans les collectivités. Alors, je vous ai mis quelques petites données sur nos agents, parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe ici. Je me suis servi du bilan social, parce que tous les ans, on fait un bilan social en fait, qui est transmis au centre de gestion, qui retrace un petit peu justement de quoi est composé le personnel, l'absentéisme, etc. Donc je vous l'ai mis un petit peu comme ça, pour que vous ayez un ordre d'idée. Voilà, on est 30, on est 18 fonctionnaires, on a un contractuel permanent, et on a 11 contractuels non permanents qui sont essentiellement les agents de l'école. Et après, vous avez la répartition par filière. Et en fait, c'est la filière technique qui est le plus importante, c'est parce que les agents de l'école, beaucoup sont dans cette filière-là. Alors, ça va un petit peu baisser parce que maintenant, comme on a plus d'agents en filière animation, l'année prochaine, on n'aura pas tout à fait les mêmes pourcentages. On a un taux d'absentéisme de 14,69%. Et on a déploré 2 accidents du travail, heureusement pas trop graves. Mais bon, c'est vite fait aussi. Hein. Alors les 14,69, c'est un petit peu élevé par rapport à la moyenne nationale, mais ça s'explique par, on a une personne qui est en maladie pro depuis, donc voilà, donc déjà dans la balance ça compte. Oui. Et puis c'est à peu près tout. Et donc déjà sur un personnel, un effectif assez réduit, quand vous avez une personne qui comptabilise 365 jours de maladie, déjà votre taux d'absentéisme est un peu plus haut. Alors au niveau de la collectivité, donc pour l'instant en santé, il n'y a pas de participation de la commune. Par contre, la prévoyance, déjà depuis le 1er juin 2013, on en bénéficie. Ce n'est pas une obligation, donc il y a 17 agents sur 18 qui ont souhaité adhérer. Après voilà, c'est vraiment pas... Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La municipalité avait choisi de moduler le paiement, la participation en fonction de la catégorie, puisque plus on est en catégorie élevée, plus on est censé avoir une rémunération plus importante. Donc à l'époque, la municipalité avait pris ça en compte. Donc catégorie B, ça fait 8,10 € qui représente 18% de prise en charge par la commune. On se rapproche quand même des 20% qui vont être obligatoires. Et pour les catégories C, ça représente 11,50 €. Alors ça, c'est par mois. 11,50 € qui représente 30% de prise en charge par la commune
pour les agents de catégorie C. Donc là, j'ai envie de dire le contrat est déjà rempli puisqu'on est au-dessus des 20%. Et je vous ai mis le coût que ça fait donc, pour la commune, cette participation. C'est le coût annuel, hein, donc de 2 367,94 € pour l'année 2021. Voilà. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je vous précise, vous me dites. On n'a pas de vote là-dessus, mais par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on confie, qu'on soit avec le centre de gestion, que le centre de gestion s'occupe de... De toute façon, moi je pense qu'il n'y a pas photo, il y a intérêt à mutualiser, parce que si on mutualise, on est bien plus fort, sachant que, oui, de toute façon, on aura des meilleurs tarifs, ça c'est obligé. La mise en place, c'est au plus tard, au 1er janvier 2025, ou c'est... Oui. C'est au plus tard. Au plus tard. 2025. Ah bah bien sûr. Je vais faire avant. Enfin, si on part avec le centre de gestion, il leur faudra bien 3 ans, je pense, pour... Oui. Ouais. Déjà, il faut qu'ils reconsultent, ils arrivent en fin de contrat pour le... ce qu'on avait avant, là. Je voudrais apporter... Oui, parce que, comme on dit, il y a le tarif, mais aussi ce qu'il y a dans le contrat. Qu'est-ce qu'on propose? Ah ben oui, bien sûr. Parce que des fois, on est alléché par un contrat, mais on s'aperçoit que si on a un gros pépin, merde, c'était pas prévu. Après, nous, on a choisi... Enfin, le choix a été fait par la municipalité pour la participation en prévoyance. En fait, la rémunération d'un agent territorial est composée d'un traitement indiciaire, d'une rémunération indiciaire, et est complétée par des primes. Donc après, chaque agent a fait le choix individuellement de cotiser plus ou pas, en fonction de savoir s'il voulait intégrer ou pas ces primes dans la prise en charge en cas de maladie. Donc on avait cette possibilité, c'était vraiment des... Enfin, on a aussi un contrat, enfin c'est un peu contradictoire, collectif, mais en fait on a passé des contrats individuels, où chaque agent en fait a fait le choix, ou pas, d'inclure le régime indemnitaire pour la prise en charge. Voilà. Connaissance de cause. Voilà, exactement. Concernant le règlement budgétaire et financier, je tiens à remercier Edith et Evelyne qui m'ont aidé pour la préparation de ce document. Oui, c'est vrai que c'était pas simple. C'était un peu lourd. C'était pas simple pour que ce soit clair. Le plus clair possible. Bien, on a vu en commission l'autre soir, donc en commission finance, concernant la restauration scolaire, le projet de passer en service autonome à notre restauration. On l'avait même imaginé un peu avant, mais compte tenu du contexte et de la crise sanitaire, je pense qu'on peut le mettre en place. Là. Donc l'idée, c'est de mettre ce service en place. Vous avez reçu les documents? Oui. Hier. C'est de mettre en place ce service après les vacances d'avril, en espérant que, on attendait ce soir pour passer commande, en espérant qu'on pourra avoir tout le matériel pour le mois d'avril. L'idée, c'est que ça nous laisse, après le mois d'avril, ça nous laisse 3 mois pour que les enfants, pas que les enfants d'ailleurs, les agents aussi. Hein. Bon, je vous relirai la note quand même tout à l'heure là de ce que ça apporte de passer en service autonome. Donc l'idée c'est que tout le monde se rôde, les agents et tout, y compris pendant les vacances avec l'accueil de loisirs, pour que nos cuisinières puissent reprendre ça à la rentrée. Hein. En sachant qu'on a respecté, on s'était engagé là-dessus, on a respecté nos engagements, on a pris nos responsabilités concernant nos cuisinières, enfin notre cuisinière et l'adjointe que l'on a rencontrée et tout. Et aussi, on a vu aussi concernant ce service, on a vu avec eux concernant ce service autonome, ce que ça pouvait leur apporter et tout, et si elles étaient plutôt favorables. C'est Christelle et Anne-Marie qui reprennent les rênes à partir de septembre. C'est Christelle et Anne-Marie qui... Oui, c'est Christelle et Anne-Marie. Et Appli reste derrière et fait quelque chose, Alors, donc, à la rentrée, Christelle
donc refait la cuisine, ça serait la chef de la restauration. Anne-Marie donc sera son adjointe. Maintenant, on va prendre des hypothèses. Anne-Marie, parce que jusque-là, vous avez dû remarquer, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, les enfants ont toujours pu manger le midi, y compris pendant la crise sanitaire, y compris pendant les grèves qu'il y a pu y avoir. Les enfants ont toujours pu manger à la cantine. On a juste demandé une fois aux parents d'emmener les repas froids. C'est sur la dernière grève qu'il y a eu. Enfin, sur la dernière journée de grève qu'il y a eu. Donc, si Anne-Marie tombe malade, il faut après qu'on ait une personne qui monte. Non, c'est Christelle. Hein? C'est Christelle. Non, mais je commence par Anne-Marie. D'accord. Donc, une personne peut monter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si c'est Christelle qui tombe malade, pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, bon voilà, faut prendre toutes les hypothèses. On n'est pas en mesure d'assumer la responsabilité et la qualité en cuisine, puisqu'Anne-Marie n'a pas la formation, n'a pas fait les formations. D'ailleurs, Christelle a fait énormément de formations sur cette année pour pouvoir assurer la cantine. Ça veut dire... Ne dis pas les noms, s'il te plaît. C'est fini. Ah oui, les noms, oui. Bon, donc la cuisinière a fait toutes les formations. Ça veut dire que si on veut pallier à ça, on a vu, alors API ou un autre d'ailleurs, parce qu'on est en consultation tout de suite, API ou un autre, c'était de confier la gestion des stocks et une assistance technique. La personne viendrait 1 fois par semaine pour faire la gestion des stocks, mais en fonction des menus qui auront été préparés par nos cuisinières, avec la diététicienne. Enfin, après, ils se mettent autour d'une table pour voir si on est cohérent sur les repas proposés, parce que là aussi, c'est une machine infernale entre les 20% de bio, le repas végétal et tout. Voilà. Donc, on a consulté pour avoir une assistance technique aussi. C'est ce qui se passe, les écoles de chamalières, c'est ce qu'ils font. Hein. On est à peu près dans le même... on a pris à peu près le même profil, voilà, ce qui nous permet de compenser pour toujours rester, pour être conforme à l'exigence des parents, si on veut le voir comme ça. Bah, ce qui est surtout important là-dedans, c'est qu'effectivement, nous, on se préserve. Si jamais il y a un quelconque arrêt maladie de qui que ce soit, on peut assurer la continuité parce qu'on aura une des cantinières qui pourra monter. Et puis on aura quand même cet appui de la gestion des stocks. L'autre chose que je vois moi très intéressant et pour lesquelles les filles sont aussi d'accord, le fait par exemple d'avoir une diététicienne extérieure, c'est pas mal aussi, notamment par rapport à des comptes qu'on pourrait avoir à rendre auprès des parents, qui viendraient nous dire que les repas ne sont pas équilibrés ou quoi que ce soit. Quand on dit, bah, écoutez, nous on travaille avec une personne extérieure qui est diététicienne, on est déjà un petit peu plus large. Normalement, juste pour prendre un exemple, on ne fera pas omelette aux pommes de terre avec frites. Ça serait pas trop cohérent. Quand vous dites gestion des stocks, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les commandes, les achats des aliments. Donc on ne revient pas à un système comme avant API, où on passait directement les commandes. Non. Non. Donc ça va être un peu un entre-deux. C'est ça? Pourquoi un entre-deux? Si le stock, c'est les mêmes fournisseurs. C'est pas API qui va faire les commandes pour nous. Hein. C'est vraiment les filles qui ont la main mise sur. Eux, ils seront simplement là pour la livraison d'ailleurs et pour aider à passer la commande, mais elles feront vraiment elles élaboreront leur menu et elles feront leur commande de stock. Et c'est API qui livre. Ça sera une société, c'est pas un pays, ça sera la société qui tiendra en fonction de l'appel d'offres qu'on a lancé pour l'assistance technique. Mais les fournisseurs, c'est les mêmes. Donc après, c'était exactement les mêmes fournisseurs qu'on avait avant. Donc,
rien ne change. Sur la qualité des produits, c'est exactement les mêmes. C'est qu'elles se sentent pas, je pense, peut-être les cuisinières, de faire aussi la gestion du stock pour l'instant. C'est simplement que si Christelle tombe malade, on m'explique, parce que le premier responsable, c'est le maire. Non, mais les On absences, j'ai m'explique- compris non, ça. mais on m'explique comment on fait. Donc voilà, ça permet d'être D'abord plus d'aider souple. les cantinières. Ça nous quand même L'important, c'est quand même qu'elles reprennent C'est-à-dire qu'on aura une société qui assurera la logistique d'achat auprès des prestataires XY et qui garantira que les denrées sont livrées en temps et en heure. Ce sont les cantinières qui s'en occupent, qui gèrent ça, qui appellent. Machin. On aura du bio, on aura tout, voilà, on sera conforme aussi. C'est juste une logistique d'achat. Oui, c'est ça. Ça soulage la cuisinière d'avoir à passer ses commandes directement des fournisseurs. Ça la soulage, mais c'est surtout que s'il y a la responsable de la cuisine qui n'est pas là et la seconde qui n'a pas forcément l'habitude de faire ça, je veux dire là-dessus déjà c'est pris en charge, quoi. On sait qu'il y aura le coup de pouce et que ça sera fait. Donc c'est une façon. C'est les conditions. Sinon je vois pas comment on fait à la cuisine. On va pas demander tous les 4 matins aux parents d'emmener des repas froids le midi. Non mais d'accord, je dis pas. Non, mais les questions, c'est pas sur les absences, c'était je sur parle simplement gestion des stocks. je parle simplement de la complexité et de ce qu'on a pu trouver comme solution pour pouvoir fonctionner. On s'était engagé, donc on tient nos engagements et on prend nos responsabilités concernant la cuisine. Mais je comprends bien que si les deux responsables tombent malades quasiment en même semaine, évidemment, il va falloir faire quelque chose. Ben oui, jusque-là, quand c'est comme au foot, il y a des remplaçants. Jusque-là, quand le cuisinier a eu le Covid, eh ben, il a été remplacé. Il était sous la responsabilité de la société qu'on avait. Voilà. Demain, si c'est pas comme ça, voilà. Donc, après avoir fait tous les plans A, le plan A, le plan B, le plan C. De toute façon, vous avez rencontré elles sont là que tout le monde. Vous avez rencontré les cantinières en question. Je dis pas le nom, hein. Donc, les deux personnes. Et donc, il y a eu des échanges et tout, et tout le monde est... Mais on n'a jamais, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais pris des décisions sans consulter les personnes qu'il fallait consulter au moment... Voilà. Donc on va quand même regarder vous l'avez reçu, mais oui, je ne sais pas si vous l'avez lu, la fiche, ou je le relis, ou... C'est que dans le service autonome, les documents que vous nous avez fait passer, il n'y a pas cet aspect gestion des stocks et remplacement. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'équipement. C'est la mise en place du service autonome. Oui, c'est le service. C'est pas le repas, la fabrication. Oui, j'ai compris. Bon, mais je vais quand même lire les avantages du service autonome quand même. Oui, mais on le mettra. Oui, mais on le mettra tout à l'heure. Je vais lire donc là. La pause méridienne est un moment de détente et de convivialité. Elle se déroule de 11h30 à 13h20. Donc ça, c'est les lundis, mardis, jeudis, vendredis en période scolaire. C'est un temps propice pour les enfants à leur épanouissement et à l'apprentissage de la vie en collectivité autour des principes de citoyenneté, de mixité et de laïcité. Et il s'agit durant ce temps d'assurer à l'enfant la prise d'un repas équilibré en lien avec ses besoins nutritionnels et un temps d'initiation à la vie collective et à la citoyenneté dans le respect de son rythme. Il vise avant tout à créer un espace de détente et de bien-être pour les enfants, et la pause méridienne est donc un temps éducatif et convivial qui comprend les temps de repas et d'animation. Alors pourquoi instaurer un système de service autonome dans notre cantine ? Donc notre cantine a un fonctionnement dit un service à table. Les enfants sont assis et reçoivent leur repas à table. La nourriture est ensuite distribuée par le personnel communal. Donc ce système, si on parle maintenant des limites du système, donc il est difficile de calculer les quantités justes et la possibilité de se resservir est peu flexible. Toute la production doit être faite à l'avance et être servie en une fois avec des chariots. De nombreux produits perdent énormément en aspect, en fraîcheur et en goût avec ce système.
Le temps est très court pour que chacun soit servi à table confortablement, ce qui engendre un stress important. On a besoin d'une coupure entre deux services pour le nettoyage et la remise en ordre des tables. Les enfants sont donc continuellement sous pression. Le personnel de service fait de son mieux, mais il est difficile de former, comme nous le souhaiterions, des personnes qui ne travaillent que 2 heures par jour. Il ne faut pas oublier ça non plus, qu'on a besoin de personnes uniquement pour le service de midi. Et donc, si on regarde les points forts d'une distribution en service autonome, donc la nourriture sera préparée en cuisine en continu et servie directement sur les assiettes des enfants. Donc là, il n'y a plus de chariot. Les aliments y gagneront en qualité nutritive, la texture, le goût et l'aspect. Il y a une diminution du gaspillage puisque la cuisson suivra la demande. Il y aura un système de flux continu, donc plus besoin de temps entre les différents groupes pour le nettoyage et le rangement des tables. Une attention spéciale aux enfants, donc ça c'est la vérification des plateaux et l'encouragement d'un choix équilibré avec la présence d'un adulte de référence pendant le repas à chaque endroit, là, pour les plats froids, plats froids et plats chauds. Après, confort, il y a bien sûr à ne pas oublier le confort de travail du personnel. Le personnel du restaurant scolaire aura une attitude d'accueil, d'écoute et d'attention à l'instauration et au maintien d'une ambiance agréable. Faire du temps du repas un moment privilégié d'échange. Je coupe juste, mais en parlant de ça, quand justement on a rencontré les cantinières, c'est vraiment un vrai projet de service. C'est hyper bien ce qui se passe parce que du coup, elles ont plein d'idées donc une des cantinières qui est partie en formation a pu échanger avec d'autres collectivités et elle a plein d'idées sur une façon pédagogique d'amener les choses, notamment sur le gaspillage, un peu décorer le réfectoire et tout ça. Il y a un réel projet de service derrière tout ça et je crois qu'ils veulent aussi peut-être faire participer les enfants. Enfin, c'est plein d'idées derrière, c'est vraiment bien. Voilà, c'était Donc faire du temps du repas un moment privilégié d'échange, apporter une meilleure connaissance des aliments, permettre l'éducation du goût, développer l'autonomie des enfants. Des enfants qui sont plus autonomes et responsables et qui gagnent en autonomie. Donc c'est le libre service des hors-d'œuvre, puis service du plat chaud auprès de la cuisinière. Et c'est la desserte du plateau en autonomie avec l'objectif pour les enfants de consommer tout ce qui a été pris et de trier les déchets du plateau. Donc tout ce qui est biodéchets, plastique, et le renforcement de l'attractivité de l'école pour des nouvelles familles. Donc voilà, c'est un petit peu le projet. Si vous en avez à rajouter ou des critiques, ce qu'on n'a pas marqué là, c'est que tous ceux qui sont passés en service autonome ne reviendraient pas en arrière, surtout par rapport au bruit qui se faisait avant, et que là, les enfants mangeront le calme. Donc ça, on le vérifiera de nous-mêmes, mais c'est pas du tout la même ambiance que d'attendre son repas à table, de parler avec les voisins plutôt que d'être là avec son plateau. Enfin voilà, c'est incomparable. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit dans les endroits où on a pu les endroits qu'on a pu visiter. Donc voilà, bon, on peut regarder. Alors on va regarder maintenant l'aménagement. Alors avant... Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est pour les maternelles, qui seront toujours servies normalement. Ouais. Donc là, vous voyez le plan, c'est ce qui existe actuellement. Hein. Ils vont changer un autre endroit. Si on part du bas, donc on a la cuisine, après on a la laverie, sur la droite on a la grande salle de restaurant, sur la gauche au-dessus on a donc la partie maternelle, et la partie salle des professeurs en vert. Et puis là en bas, complètement sur la droite, on a les vestiaires et l'entrée. Et si on prend la version proposée, donc les cuisines bien sûr et la laverie, elles restent au même endroit. Les maternelles seraient plutôt derrière des claustras, donc isolées un petit peu du reste, puisqu'on ne change pas le service pour eux. Et donc toute la partie centrale avec, on a les flux, non, vous avez mis avec les flux. Donc voilà, on entre en bas sur la droite, on prend son plateau, peut-être son pain, j'ai plus en tête. On passe au premier endroit pour prendre son entrée. On va s'asseoir.
Quand on a mangé, quand on a fini, eh ben, on va chercher son plat chaud, on revient, quand on a terminé, après on sort, et en sortant sur la gauche, donc vous voyez les flèches, en sortant sur la gauche, on a les différentes poubelles, donc on fait le tri, et les enfants sortent. Donc voilà ce qu'imaginez, en sachant que dans ce qui est fait là, ça nous fait très peu de modifications, ça ne nous fait même pas de modifications intérieures. On aura juste des prises de courant à rajouter pour le meuble chaud, et puis le meuble maternel, et puis peut-être je ne sais pas si sur le buffet froid il y en a aussi. Enfin voilà, on a trois ou quatre prises à rajouter, plus une entrée d'eau pour la fontaine qui va se trouver, vous voyez la laverie là, ben, elle va se trouver sur le mur, sur la droite à côté de la porte. Là. Donc il y aura il y a un Paulette, il y a un responsable de table après. Oui, c'est des tables et alors sur une chaise dans chaque table, il y aura un responsable pour la semaine qui se fera au choix et c'est lui qui, s'il y a besoin de pain, c'est lui qui sera chargé de demander le pain pour tout le monde. Enfin voilà. L'eau, c'est pareil. Ça ne sera pas chacun. On responsabilise. Il faut une organisation. Il faut donner le temps que ça s'organise. Mais je pense que, aussi bien pour le personnel, parce qu'il faut voir la vie qu'elle mène en 3h30 et 1h30, je vous assure qu'on peut leur dire bravo, parce que c'est vraiment épouvantable au point de vue son, au point de vue bruit, à tout point de vue. Et pour les enfants, à mon avis, ça va leur donner un plus d'autonomie et ils seront beaucoup plus calmes pour déjeuner, je pense. C'est surtout, moi je trouve que ce qui est bien, c'est le passage de CM2 au collège, où tu te retrouves vraiment dans un vrai cercle, et ça peut être une angoisse pour les enfants quand ils ne sont pas habitués. C'est clair, ça les prépare à la rentrée en 6e. Vous parliez du bruit, on sait que dans les cantines c'est très très bruyant quand les murs sont pas travaillés, isolés, voilà, phoniquement c'est l'enfer, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que là, dans ce projet, le bruit a été pensé et est-ce qu'il sera diminué? Bien sûr. Déjà il va être diminué de nature, donc on verra après s'il faut rajouter... S'il faut tendre quelques toiles pour éviter la réverbération, on le fera. Mais pour l'instant, on fonctionne comme ça, on va voir. Dans ce qu'on nous dit, le bruit, c'est... Après, pour rejoindre Marie, je pense que par contre, ce qu'il faut il va peut-être falloir effectivement voir si ce bruit, comment il va se supporter. Non, mais je pense qu'il est temps, on peut peut-être aussi réfléchir à doter notre personnel de bouchons d'oreilles, enfin voilà, des actions ergonomiques. Oui, aussi, oui. Il en existe. C'est plutôt la question. Pour entendre les enfants. Alors moi, je pense au personnel pour le coup. Les deux, disons, les deux. Effectivement, Comment ? Alors, son bouchon d'oreille pour écouter les enfants, regarder les enfants. Non, mais alors c'est des bouchons d'oreille faits exprès en fait. Ils sont faits exprès, ils prennent les fréquences et tout. Non, mais quitte à faire des travaux, peut-être ils pensaient... Non, mais s'il y avait besoin, après on peut rajouter des plaques. Je disais, de tendre une toile, c'est ce qui coûte le moins cher pour éviter la réverbération à l'intérieur. Mais on pourra mettre des panneaux acoustiques. Déjà, aujourd'hui, il y a du bruit. Commençons déjà là, on va voir si le bruit est réduit. Si le bruit n'est pas assez réduit, on fera ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, on a toujours travaillé comme ça. C'est pas des travaux, c'est des meubles qu'on rajoute. Oui, en fait c'est des meubles. C'est pas des travaux. Oui, c'est des panneaux acoustiques qu'on vient rajouter. Rappelez-vous le foyer rural, comment on écoutait dans le foyer rural. Aujourd'hui, ça a changé du tout, parce qu'on a fait le nécessaire. Peut-être vous donner donc dans ce que je vous ai envoyé, parce que le dossier nous avait été envoyé dans le mois de l'année dernière. En fait, les prix ont un petit peu évolué. Donc en fait, là, on a un montant de 26 667,60 € hors taxe pour tout ce qui est primaire, et pour les maternelles, on est à 917,03 €. Voilà. Donc globalement, on est à 28 000 € hors taxe d'achat de matériel,
de couverts aussi, parce qu'on va changer les couverts pour avoir des couverts qui soient plus légers. Enfin voilà, on vient vraiment mettre ce qu'il faut, y compris de la décoration. Oui, justement, je ne sais pas si d'autres ont regardé aussi le dossier. Moi, il me semble que le passage à un self et tout, voilà, c'est vrai que c'est très bien. Enfin, un service autonome. Ah oui, non, c'est très bien. Si on commence de parler de self, on ne parle pas du tout de la même chose. Qui nécessite des meubles en inox et tout ça dédiés, voilà. En revanche, pour ce qui est de la décoration, des meubles en polypropylène, des décorations avec les gros stickers et tout ça, ou les plateaux, et quand on sait les effets de la santé aujourd'hui, surtout les vernis, colle, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se passer de ce superflu qui certes est coloré mais n'est peut-être pas très bon pour la santé? Mais après, ça dépend si on veut rendre dynamique. Peut-être les enfants peuvent faire une décoration. Moi, les endroits où je suis passé, ils sont aussi dans l'écologie, dans le développement durable à 100%, et ils ont bien fait des aménages et tout. Enfin, il ne faut pas non plus priver les enfants d'un certain nombre de choses et de décorations qui amènent un plus dans cet environnement du restaurant. Jean-Marc Calvi a lire des comptes rendus de Santé publique France qui effectivement confirme bien que la pollution intérieure des écoles est beaucoup plus supérieure des fois des pollutions extérieures. Et c'est tous ces matériaux que précise Marie amènent beaucoup de pollution chez les enfants et amènent des allergies. Simplement, on en discute ensemble, et c'est vrai qu'il faut qu'on confirmer ce que précise Marie, c'est qu'il faut faire très attention aux matériaux utilisés aujourd'hui. Là, c'est la décoration de d'autres matériaux. On fera attention aux matériaux utilisés. Oui, il faudra qu'on demande. Quels matériaux sont proposés? Voilà, donc il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions. Si, moi, ce projet est évidemment très intéressant. Il permet le développement de l'autonomie de l'enfance. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. Par contre, ce que je regrette, et le regrette aussi, c'est notre non-participation à l'élaboration de ce projet. C'est un projet super intéressant. J'ai découvert à la commission des finances, j'étais un peu étonné. On en reparle ce soir, on a été présenté, on a présenté les avantages, la structure, et c'est vrai qu'on n'a pas été invité à l'élaboration de ce projet. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'une commission des affaires scolaires ou autre, ou des gens volontaires, n'aient pas participé à l'élaboration de ce projet avec d'autres partenaires, les enseignants, les parents, enfin, je ne sais pas, toutes les personnes qui travaillent sur l'école. Je trouve que c'est regrettable. Ok. Et est-ce qu'on part automatiquement avec API pour l'installation de ce service autonome? La proposition était bien, tout l'aménagement est bien, oui. Oui. En plus, c'est eux qu'on a jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, ça permet de roder. Si on le fait aussi tout de suite, ça permet aussi de roder, y compris nos cuisinières qui vont reprendre et qui auront aussi ça à gérer aussi après. Là, on a API, on a le cuisinier API. Le cuisinier est toujours là jusqu'au mois de septembre. Voilà, donc on monte en puissance. Enfin, voilà, on est dans la logique de monte en puissance. On vient pas acheter ça au mois de septembre et venir rajouter une chose alors qu'elles auront déjà d'autres choses à gérer. Voilà. Quand le cuisinier d'API ne sera plus là, est-ce qu'il y a une autre embauche qui va être faite? Non. On a dit qu'on s'est monté le cuisinière. Oui, mais si admettons, ils étaient 4 jusque-là et qu'il y en a un qui part, est-ce qu'ils seront plus que 3 l'année prochaine? Bien sûr qu'on aura une personne qui va monter. Aujourd'hui, quand on regarde le cuisinier pas là, c'est la cuisinière qui va prendre sa place. Anne-Marie va monter. Ça veut dire qu'on aura besoin d'une autre... Non, mais ça sera dans du personnel existant. L'adjointe. Effectif constant. Non, mais c'est important de le dire. Et on aura du personnel après. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est-à-dire que, en fait, l'idée aussi avec ce passage-là, c'est de faire une certaine économie du temps de travail du personnel existant. Et l'idée, c'est que si jamais il y a une absence en cuisine, c'est de piocher dans le personnel de restauration pour qu'il puisse venir en aide.
normalement, on devrait avoir ce laps selon les études de Ludovic. Il n'y aura pas d'embauche nette. On fait monter en interne les personnes. La personne qui était dans la salle, si elle peut avoir les compétences, elle montera. Voilà, on décale. D'autres questions? Juste une précision, je reviens en arrière, j'ai peut-être pas compris par rapport aux échanges. Quand tu as parlé tout de suite par rapport à la gestion des stocks, on a fait le lien avec les hypothèses que tu avais mises avant par rapport aux absences. La gestion des stocks et la science technique, c'est uniquement quand il y aura des absences, c'est en permanence. Ah ben non, c'est en permanence. Ah oui, non. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est en permanence. Et ça, on a un estimatif? Oui, on a un estimatif. Non, mais je viens de dire qu'on était en consultation, donc j'ai pas d'estimatif pour l'instant. Oui, mais vous pouvez aussi peut-être avoir une idée. Eh bien, mais c'est un peu comme ça se passe aujourd'hui déjà. Non, mais on attend, je peux pas avoir d'idée puisque les entreprises les sociétés sont en consultation. Donc, la consultation quand on va, là. eh bien oui, la consultation est partie, oui. Est-ce que ça change le nombre de personnes qui encadrent actuellement les enfants pendant ce temps de cantine? Non. Ça change rien, Non. Après, on verra, ça fait partie des choses qu'il faudra voir. Est-ce qu'il en faudra plus? Est-ce que ça fait moins? Est-ce qu'on passe moins d'énergie? Pour l'instant, on est à personnel équivalent. Hein. Personnellement, je pense que ça doit s'équilibrer. Hein, non, mais ça, moi, on peut toujours dire, on peut toujours avoir des hypothèses, mais ah bah oui. Voilà, je pense que ça va être un bien pour les enfants et pour les agents. Ah oui. Ah non, c'est en votre place. Non, Voilà la présentation. S'il y a des questions diverses. As-tu des nouvelles par rapport aux femmes, FAM, pardon? Alors, aux femmes... J'ai à préciser, excusez-moi. Alors, on a le directeur, là. Ils sont en train de travailler dessus. On les a rencontrés, ils ont commencé de faire des esquisses. Ils avaient besoin, dans le cadre des ventes de terrain, maintenant on a besoin du G1. Alors le G1, c'est une étude de sol, spécifique, enfin qu'on demande maintenant. Donc ils vont venir bientôt pour faire des sondages, pour voir tout ça, mais le dossier suit son cours pour qu'ils puissent prendre une décision si c'est faisable ou pas. Alors je vais faire la pénible, mais je me permets de vous rappeler que vous nous avez toujours pas envoyé le dossier. Hein. Vous nous aviez promis un dossier sur... C'est dans le compte rendu. Bah oui. Ben, mais dans le dossier, le dossier dont je dispose, c'est ce qui a été écrit, ce que j'ai lu, je l'ai dit en conseil municipal. Ah donc... Vous nous avez pas. Non, mais vous nous dites que vous allez nous transmettre le dossier. Vous auriez pu nous le mettre en pièce jointe, tout simplement. Non, mais j'ai pas de dossier. Vous n'avez pas de dossier. Mais on va pas recommencer le débat du dernier conseil. Mais après, vous m'aviez carrément dit, vous devriez me le rappeler. Je vous le rappelle. Oui, mais le dossier, c'est les 3 feuilles que j'ai envoyées qui vont être dans le conseil municipal qu'on a là. Ah oui, en effet. Non, mais réfléchissez un peu. Comment voulez-vous que je vous envoie un dossier alors qu'on prend une délibération de principe pour faire la faisabilité la faisabilité de ce projet? Enfin, voilà, donc en fait, c'est l'explication. En fait, et en plus, les explications qu'on a données, c'est les explications qu'il nous a dit quand il est venu. Oui, c'était justement. Eh bien, mais ça, vous l'avez... Moi, j'étais pas là lors de cette réunion. Eh bien, mais vous l'avez, mais là, c'est vous l'avez possible. dans le compte-rendu. Alors, si vous n'avez pas regardé le compte-rendu, mais alors... si, j'ai regardé le compte-rendu. Eh bien, non, vous ne l'avez pas regardé, puisque vous me dites que vous ne l'avez pas. Alors que c'est dans le compte-rendu. De plan, je pense, Marie. Non, mais...
Tu parles plus de plans peut-être? Mais des plans, on n'a pas de Non, plans. pas forcément de plans, mais le dossier, les écrits à partir desquels la réunion a été faite, la réunion d'information avait été faite. Eh tout ben, mais c'est simplement. l'écrit, c'est ce que j'ai. Donc c'est pas un dossier, c'est un Eh ben non, texte ben, d'information alors, on appelle ça dans lequel il n'y a, dossier, rien. C'est le dossier dont on dispose. Eh ben. Après, quand on aura du nouveau, bien sûr qu'on va le partager, mais pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc on ne sait pas si ça peut vraiment se faire, c'est pas la peine de Il fallait débuter déjà le leur papier, donner hein. la possibilité de. Non, mais de faire une savoir le faisabilité. comptable. C'est-à-dire que quand on parle On d'un l'a sujet, su faut par la dire, réunion d'information, il est je venu pour ça. n'y étais pas. C'est Oui, quand même mais, je suis désolée, tout le monde Marie, peut mais c'est quand donner même- les c'est infos. quand même un peu incohérent parce que C'est quand même. là, tu es en train de nous dire finalement que il n'y a que ça comme dossier, et en parallèle, vous nous demandez absolument de faire une réunion publique. Mais enfin, du coup, tu te rends bien compte qu'on ne peut pas faire une réunion publique avec ce peu de dossiers qu'on a là. Mais vous c'est- comprenez pourquoi on ne fait pas la réunion Oui, publique? mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais il y a bien des gens qui, en montant le projet, ont des éléments, ont des dossiers. Et je sais pas comment il faut que je le dise. Ah oui, j'ai l'impression. Je sais pas. ouais, je sais pas. Je sais pas. Ce projet, on l'aura parce qu'on a signé, on a pris une Ah non, mais ça, j'ai délibération de compris. principe avec des plans pour qu'ils soient en En train fait, la de délibération de travailler. principe, c'était simplement de se dire, voilà, Est-ce le qu'on gars est il est d'accord venu pour nous qu'il vienne? présenter ce qu'il voulait faire par rapport à ce qui existait déjà. Est-ce qu'on est tous d'accord pour réserver ce terrain qui est du terrain communal pour qu'il puisse avancer sur l'étude de ce projet? C'était Oui. ça, cette Oui, délibération oui, oui, de j'ai principe. compris, j'ai compris. Donc j'ai on compris. n'a pas plus Mais d'éléments. quand on a dû la prendre, cette décision, on n'avait pas d'éléments écrits. C'est vous Mais qui non. avez donné quelques Mais éléments à non, l'oral en mais- lisant. Non mais faut Bon, arrêter. c'est pas grave, c'est pas grave. Non, Ne mais perdons faut pas arrêter. notre temps. Les éléments écrits, c'est ce qu'on a vu en conseil municipal informatif qu'on a fait On n'a pas spécialement demandé un dossier avec tout le monde. Bah, dites-le aussi. Il s'est dit exactement la même chose, donc faut arrêter. Bon, alors effectivement, je m'excuse de ne pas avoir envoyé le document. Le document, c'est ce qu'on avait vu la fois d'avant, au mot près. Le document, Donc, Jean-Marc, que tu as lu lors des derniers conseils municipaux, c'est le document qu'on avait vu lors de la réunion d'information. C'est pas le document qu'on a vu, c'est le document qui nous a lu et qui m'a envoyé. C'est ça. Et c'est le document, c'est celui-ci que tu devais nous envoyer. C'est ça. Oui, C'est ça. Voilà. Et qu'on n'a pas eu. Ah, si, vous l'avez. Oui. Mais bon, vous l'ayez pas eu. Non, mais que vous Il l'ayez faut pas lancer la eu. machine. Que vous l'ayez pas eu, certes, mais tout le monde était là au conseil municipal informatif pour poser l'ensemble des questions Non. qu'on pouvait bien poser. Non, tout le monde n'était pas là, j'étais Je pas crois là. que Ah ben oui, mais bon. Ça arrive, ça Eh ben, arrive. ça arrive. On est parfois absent. Mais bon, il y en a d'autres qui étaient là, qui ont posé des questions. Ouais, voilà, bon. donc, Mais quoi qu'il en soit, et c'est bien entendu que quand on aura, ne serait-ce qu'un projet, un projet de bâtiment, de permis, ça sera étudié en commission d'urbain. Je veux dire, bien sûr que quand on aura plus d'éléments, tu vois. Mais là, le but, c'était de se dire, est-ce qu'on est tous d'accord pour que ce type de projet, qui n'est encore qu'un projet, puisse se faire? Est-ce qu'on est d'accord? C'est tout. Et moi, J'ai j'entends compris, bien mais- mais j'entends. Non, mais je reviens sur cette demande de réunion publique. J'entends bien cette demande, mais bien entendu qu'il faudra qu'il y ait une réunion publique. Mais ça sert à rien de faire une réunion pour faire une réunion, parce que les gens vont avoir plein de questions, des questions que nous on va se poser et qu'on devra répondre ensemble, notamment en commission. Et je pense qu'il est hyper important qu'on fasse cette réunion publique quand nous on aura déjà des éléments de réponse, parce que aller voir les gens sans leur dire le sens de circulation sur lequel on doit travailler, vous avez déjà vu, on a déjà vu en commission de travaux, le type de bâtiment, combien il va y avoir de place, comment ça va s'organiser. Moi je trouve ça irréaliste d'aller réunir des pas gens. sérieux, oui. Limite pas sérieux, Oui, je suis pas d'accord sérieux. avec toi, parce que ça va plus engendrer C'est pas notre d'inquiétude manière de qu'autre chose, travailler. quoi. Non, simplement pour que eux puissent lancer leur avant-projet sommaire, il fallait qu'on délibère sur la vente du terrain. Je pense que il me semble que la discussion avait eu lieu, que la délibération était peut-être anticipée parce qu'on ne connaissait pas suffisamment les éléments du dossier et du projet. C'était ça. C'était ça. Non mais Jean-Marc, c'est pas une Les polémique. éléments du dossier, on va les avoir là. Non, mais enfin. Jean-Marc, Bon. c'est simple que je te viens de te dire. Simplement que l'on avait dit en réunion que prendre une décision par rapport au terrain, à l'attribution d'une parcelle communale,
était peut-être anticipé pour ceux qui s'intéressaient au projet, parce qu'on n'avait pas suffisamment de dossiers par rapport à la nature même du projet, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est tout, Jean-Marc. Oui, mais non. Si on en parle quand ça sera arrivé, Vous n'aurez jamais rien vu. C'est-à-dire qu'ils faisaient les études que sur... Si on leur réservait éventuellement la vente du terrain, donc... Après, ça coûte les études. Non, il serait allé voir ailleurs. C'est pas possible, ça. Ils ne peuvent pas lancer leur projet s'ils ne savent pas le terrain qu'ils ont. Bah oui. En quelque sorte. Et surtout, savoir la si on va capacité leur de vendre, quoi que ce soit. parce que là, on ne prend pas de délibération de principe. On dit, oui, bon, on est d'accord, on a vu en conseil municipal, on est tous d'accord pour que vous avanciez le projet. Il avance le projet, et après on lui dit, ah ben non, en fait, on n'a plus envie de le vendre parce que je me suis fait de mauvaise humeur ce matin. J'ai plus envie... Non mais, voilà, donc là au moins, c'est parfaitement figé et c'est cadré. Ou le terrain est trop en pente. Alors peut-être, mais c'était l'argument qu'on avait donné. Nous, on pensait qu'il était un argument simplement. Il faut qu'on soit un peu lucide aussi parce que je pense qu'on a tout intérêt. Alors, on l'évoque souvent en commission d'Urba, mais moi, ma volonté, si on peut y arriver, ça sera super. C'est encore une fois, je vous dis, c'est de redynamiser ce secteur. Quand on a des projets qui arrivent comme ça sur la commune, on ne peut pas les laisser partir. C'est pas possible parce que si c'est pas chez nous, ça sera ailleurs. Et il y en a marre en fait que ce soit ailleurs. Donc effectivement, cette délibération de principe, elle tombait à pic. Il fallait le faire en fait. Moi, je regrette pas du tout qu'on l'ait fait, même avec le peu d'éléments qu'il y avait, parce qu'il faut qu'on donne l'impression à ces gens qui ont envie de s'installer chez nous que nous aussi, on est réceptifs et on a envie de les avoir en fait. Il faut arrêter de jouer petit bras maintenant. Mais sans parler de jeux de petits bras, Lauriane, je pense que ça ne nous empêchait pas d'avoir des réserves. On a le droit quand même d'avoir des réserves, de s'exprimer sur la nature du terrain et le lieu choisi. On a le droit de... Non, mais entre avoir des réserves... On l'a dit, des lieux, il n'y en a pas. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent un fan et vu comment fonctionnait un fan. La réserve que j'avais émise, pardon Jean-Marc, la seule réserve que j'avais émise lors du dernier conseil municipal, c'est par rapport au choix du terrain, mais c'est pas à nous, pas à nous de le dire, c'est lui qui va nous le dire avec la délibération de principe qu'il a prise. Alors par contre, attention, la nature du projet, effectivement, lors de cette délibération de principe, je rejoins François, si les gens n'étaient pas d'accord par rapport à la nature même du projet, c'était à ce moment-là qu'il fallait en faire part. C'est pas la nature du projet, c'est la nature. Si, il faut dire non, parce que c'est le seul endroit où on peut le faire. Oui. Donc c'est oui ou non. Enfin, je vois pas où est le... Et maintenant, s'ils ne peuvent pas le mettre, on le saura et on récupérera le terrain. C'est le seul terrain qu'on a où on peut le faire. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il fallait être contre le projet. Ben oui. Ça veut dire qu'on est contre le projet. Bien sûr. Déjà, tu as raison, Adam. Il fallait négocier avec l'autre propriétaire à côté. Enfin, bon, ça, on l'a dit, on l'a repris, on l'a redit, on l'a dit 15 fois dans le dernier conseil. Oui, ce qui me permet de rebondir là aussi là-dessus, parce que je vous avoue que moi, ça me tombe en travers, mais le fait qu'on dise aussi que les négociations ont été entreprises depuis bien longtemps et qu'on n'a pas informé le conseil municipal, c'est faux. C'est faux. Les négociations qui ont été les plus longues se sont passées entre le porteur de projet et le propriétaire privé. Arrêtez de dire que nous n'avons pas mis les gens au courant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On saura faire le point quand il faudra faire le point. Et ça, d'ailleurs, on l'a écrit. Si vous avez lu le dernier conseil, il y a tout le détail des dates auxquelles l'accord a été donné. 2 jours après, on fait le nécessaire. Et on suit le projet. On n'a pas perdu de temps sur le projet. Hein. Bien. Une petite digression pour finir, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Tu te présentes ? Non, j'ai vu que tu étais au comité de soutien d'une candidate, en première ligne, donc je te souhaite bonne chance pour le 10 avril et le... Voilà. Ah, j'ai le droit. Je t'ai vu que... T'as le droit, t'as le droit. Merci. Alors...